Avez-vous déjà entendu parler de Murder Incorporated, le gang venant de Brooklyn qui a commis des centaines de meurtres sous contrat au fil des années? Anastasia était leur protecteur et l'un de leurs principaux clients. Dans le monde de la mafia, il est courant que les chefs aient du sang sur les mains. Il n'y a pas d'autre manière d'arriver au sommet dans ce monde. Cependant, Anastasia ne s'est pas contentée de se salir les mains avec du sang. Il s'est baigné dedans. Selon les calculs des journalistes, il a plus de 60 meurtres sur la conscience, dont un tiers de sa propre main. Son comportement lunatique effrayait non seulement ceux dont il essayait d'obtenir quelque chose, mais aussi ses collègues, les autres patrons de Cosa Nostra. Le plus inquiétant, c'est qu'Anastasia n'était pas stupide. Il avait parfaitement compris comment il pouvait utiliser sa réputation pour obtenir le contrôle du port de Brooklyn, une partie du plus grand port des États-Unis. On peut aisément imaginer les sommes colossales qui pouvaient y être générées. Si vous souhaitez connaître l'histoire du chef de la mafia le plus brutal des États-Unis, surnommé de son vivant Seigneur Grand Bourreau et Chapelier Fou, alors rencontrez Albert Anastasia, de l'autre côté de la loi. Albert Anastasia, né Umberto, voit le jour en 1902 dans une petite ville de pêcheurs appelée Tropea, dans la région de Calabre. Il est difficile de qualifier sa famille de riche. En effet, ses parents, qui ont eu 11 enfants au total, survivent grâce au salaire de son père, qui travaille dans les chemins de fer. Et les tremblements de terre incessants qui frappaient la région à l'époque ne leur facilitaient pas la vie non plus. Certains pensent d'ailleurs que ce sont les tragédies liées à 2 tremblements de terre particulièrement violents, survenus alors qu'Anastasia n'était même pas encore âgée de 10 ans, qui ont brisé le psychisme d'Albert, faisant alors de lui un psychopathe insensible. Le premier s'est produit alors qu'il n'avait que 3 ans. À l'époque, la plupart des habitants de Tropea avaient réussi à quitter leur maison, ce qui explique qu'il n'y ait pas eu tant de morts. Mais le second, qui s'est produit 3 ans plus tard, a transformé la ville en un lieu où l'on pourrait facilement tourner un film post-apocalyptique. Celui-ci a commencé à 5 heures du matin, alors que la plupart des gens dormaient encore, ce qui explique pourquoi il a fait tant de victimes. Les instruments de mesure de l'époque indiquaient une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter, mais les scientifiques modernes affirment qu'elle aurait pu être plus importante. Tropea a été littéralement détruite par ce tremblement de terre. Sous les décombres, on pouvait voir les membres des personnes décédées. Quant à ceux qui ont survécu, ils ressemblaient à une meute de zombies. Couverts de poussière, avec des plaies saignantes, ils pouvaient être vus en train de fouiller les ordures afin de trouver la nourriture ou de l'eau. Des bandes de pillards sont alors apparues, volant les objets de valeur sur les cadavres, et lorsqu'ils étaient attrapés par la police, ils étaient abattus sur le champ, ce qui ne contribue pas à la sérénité de la situation. C'est alors que les infections ont commencé à se déclarer. En plus des cadavres en décomposition, de nombreux vivants avaient des plaies en décomposition, faute de désinfectants, ce qui n'a fait qu'augmenter le nombre de morts. C'était l'enfer sur Terre, et au milieu de tout cela, il y avait Albert Anastasia, âgé de 6 ans. Je pense que ce type d'environnement a pu causer un traumatisme psychologique chez lui, ce qui l'a amené à adopter une attitude très étrange vis-à-vis de la vie et de la mort. La famille d'Albert a survécu à cette tragédie et a continué à vivre à Tropea, où, à l'âge de 12 ans, Anastasia a abandonné l'école et s'est engagée comme marin sur le bateau à vapeur Sardinia. C'est à bord de ce bateau qu'il arrivera à New York en 1917, débarquera et ne remontera jamais à bord. Dans un premier temps, Albert trouve un emploi de docker aux États-Unis, mais très vite, il se lie à l'un des gangs opérant dans le port et se reconvertit en gangster, se livrant alors au vol, à l'extorsion et au passage à tabac de personnes pour obtenir de l'argent. Ce qui lui a visiblement très bien réussi. C'est là qu'il rencontre un certain Giuseppe Florino, qui devient son principal partenaire dans les affaires illégales, et ce, tout au long des années folles. C'est avec lui qu'Albert a commis son premier meurtre, pour lequel il a failli passer sur la chaise électrique à l'âge de 18 ans. Cela vaut la peine d'être noté, son premier meurtre connu. En 1921, ils sont arrêtés pour le meurtre de Joseph Terrella. Selon les dires, Anastasia et Florino auraient été engagés pour cet assassinat par un groupe de faux monnayeurs siciliens en conflit avec Terrella. Dans un premier temps, ils sont condamnés à mort, mais en appel, l'avocat de la défense parvient à prouver que le principal témoin qui les a vus au moment de la tentative d'assassinat avait l'intention de pointer du doigt Florino et Anastasia. En effet, cette femme croyait que son mari, condamné pour vol, était innocent et se trouvait derrière les barreaux parce que Florino et Anastasia l'avaient piégé. Le tribunal a considéré qu'il s'agissait d'un motif suffisant pour se parjurer, ce qui a entraîné l'abandon de l'affaire et la remise en liberté des assassins. Mais apparemment, ils n'en ont tiré aucune leçon, car ils ont presque immédiatement été arrêtés à nouveau. Cette fois,
ils sont soupçonnés d'avoir assassiné le bandit local Carmelo Ferraro. Cependant, les autorités n'ont rien prouvé et le duo a été libéré 3 jours plus tard. Cette même année 1922, alors qu'Albert a échappé 2 fois à la prison, il va travailler comme garde du corps pour le Bottelgänger Giordano Biagio, qui était en plein affrontement avec les hommes de Salvatore d'Aquila, qui était alors le patron de tous les patrons de la mafia italienne aux États-Unis. Tout a commencé par l'assassinat de l'associé de Biagio, Giorgio Langana, puis du garde du corps de Biagio, Annibale Stilo. Les coups ont été portés par les frères Borsado, dont la tentative d'assassinat de l'un d'entre eux a été organisée par Anastasia et Florino. L'affrontement se termina par l'assassinat de Biagio lui-même, car Albert ne put riposter, ayant été condamné presque immédiatement avec son complice à une peine de 3 ans pour port d'armes illégales. Libérée de prison en 1925, Anastasia semble avoir pris le contrôle du port de Brooklyn. La manière dont Albert est parvenu à prendre la direction du port n'est décrite nulle part. En général, les auteurs se contentent de dire qu'il a réussi à gérer les affaires du front de mer par l'intermédiaire des syndicats locaux. La façon dont cela fonctionne est décrite plus en détail dans ma vidéo sur Louis Botchelter. Alors, si vous vous intéressez à l'extorsion par le biais de la capture des syndicats, regardez-la également. La seule chose que j'ai trouvée est son implication dans le meurtre de Carmine Sanatiampo en 1926, qui était alors appelé le Tsar du front de mer de Brooklyn. Il semble que ce soit le moyen par lequel Anastasia a pris le contrôle du port. C'est à cette époque qu'Albert se rapproche de la faction de D'Aquila, dont il avait déjà combattu les hommes. Après la mort de D'Aquila, lors de la guerre contre Joe Masseria, Anastasia est tombée dans l'escarcelle de la famille Mineo. Si vous ne comprenez pas vraiment de qui je parle, regardez ma vidéo sur la naissance de la mafia américaine. J'y explique en détail comment et au cours de quel conflit Cosa Nostra est née. Mais continuons. Mineo s'est rangé du côté de Masseria dans la guerre de Castellamarese, ce qui signifie qu'Anastasia s'est également rangée de ce côté. La guerre de Castellamarese, si certains ne savent pas ce dont il est question, est un conflit qui a abouti à la formation du système mafieux américain moderne, avec un organe démocratique appelé la Commission, composé de chefs de famille les plus puissantes du pays. Il y avait 2 factions qui s'affrontaient, l'une dirigée par Maranzano, l'autre par Masseria. C'est Maranzano qui gagnera la guerre, mais sera finalement tué. De son côté, Anastasia est accusée d'avoir participé aux tentatives d'assassinat de Masseria et de Maranzano, mais il est impossible de l'affirmer avec certitude. Après la fin de la guerre, Albert obtient un poste de sous-chef dans la famille Vincent Mangano, avec qui il aura, plus tard, un grave conflit. En un peu plus de 10 ans, Anastasia est passée du statut de docker à celui de directeur du port et de second d'une influente famille mafieuse, et tout au long de son parcours, une traînée de sang l'a suivi. Au moins 11 meurtres ont été commis par Albert durant cette période, mais le vrai carnage est à venir, car très bientôt, un gang appelé la Murder Incorporated va commencer son travail, dont Anastasia sera non seulement le patron, mais aussi un client régulier. J'avais déjà abordé le sujet du gang appelé Murder Incorporated dans la vidéo sur Louis Botchelter, qui était l'un de leurs clients. Le second, quant à lui, était Anastasia. Mais avant de commencer à raconter leur histoire, je vais répéter pour les nouveaux spectateurs ce que j'ai dit dans la vidéo sur Botchelter. Murder Incorporated, ce nom tapageur pour ce gang de Brooklyn, contrôlé par Botchelter et Anastasia, a été inventé, bien sûr, par des journalistes. Puis, sur la base de ce nom, tant de rumeurs sont apparues que l'ordre des assassins du jeu du même nom pourrait avoir le trac. Par exemple, on raconte que les nouveaux tueurs à gages du gang recevaient invariablement le premier ordre d'un ancien tueur à gages qui avait déjà réussi plusieurs coups, et que le gang supérieur se débarrassait ainsi d'un grand nombre de personnes bien informées. Le nouveau tueur à gages était ensuite éliminé de la même manière. Selon d'autres rumeurs, ces nouveaux tueurs étaient tous des descendants de la racaille locale, âgés d'à peine 18 ans. Ceux qui faisaient le meilleur travail n'étaient pas tués, mais étaient transférés dans la catégorie des soi-disant professionnels, qui recevaient un salaire permanent et exécutaient des ordres particulièrement importants. Et qui les payait pour cela? Le syndicat criminel dirigé par Luciano, dont il constituait l'armée privée. Le nombre de personnes engagées dans ce gang variait entre 500 et 1500 personnes. Et le nombre de meurtres et d'assassinats s'élèverait à 1 millier de victimes. Voilà une belle histoire pour un film d'action ou un film policier où l'enquêteur attrape le gang le plus dangereux du monde. Cependant, la réalité s'est avérée, comme toujours, beaucoup plus prosaïque. Il ne recevait aucun salaire du syndicat du crime, car il n'y avait pas de syndicat du crime. Tous ceux qui me suivent depuis longtemps savent déjà pourquoi.
Ceux qui ne le savent pas peuvent consulter ma vidéo sur la naissance de la mafia américaine. Tout le reste a été largement exagéré. Il s'agissait d'un gang ordinaire qui, comme d'autres, se livrait aux rackets, à l'extorsion, à l'usure, à la prostitution et à d'autres activités illégales. Et à titre secondaire, ils exécutaient des commandes pour Buchalter, Anastasia et d'autres personnes qui avaient des contacts avec eux. En outre, ils ne tuaient pas au niveau des cartels de la drogue moderne et n'ont jamais constitué une armée privée. Il s'agissait d'une bande de voyous ordinaires qui ont éliminé des dizaines, peut-être des centaines, mais en aucun cas des milliers de personnes. La Murder Incorporated, que je désignerai simplement comme la corporation, était un amalgame de deux gangs de Brooklyn. Les Ocean Hill Boys, dirigés par Happy Marion, et les Brownside Boys, dirigés par Abe Riles. Anastasia a d'abord pris contact avec eux parce qu'ils opéraient à Brooklyn, le quartier où Albert était basé. Il les a rencontrés à la fin des années 1920 par l'intermédiaire de Louis Capone, dont Riles fréquentait le restaurant. Un jour, Anastasia leur a proposé de faire un petit peu de sale boulot en échange d'une récompense financière. Les gangsters ont accepté et ont tout fait dans les règles de l'art, ce qui les mènera à recevoir plus ou moins fréquemment de nouvelles commandes de la part d'Anastasia. Et au début des années 1930, Louis Buchalter leur a été envoyé par Anastasia avant de devenir un autre client régulier. Ce fut le début de ce que les journalistes appelèrent alors la Murder Incorporated. Je pourrais continuer longtemps d'essayer d'expliquer par diverses épithètes ce qu'était la coopération entre Anastasia et la corporation, à quel point c'était un mélange terrible, où un psychopathe donnait des ordres aux autres, et où il les exécutait sans la moindre honte. Mais je crois que ce n'est pas suffisant pour montrer l'inhumanité de ce tandem. Je vous propose plutôt d'écouter simplement l'énumération d'un certain nombre de meurtres qui ont été commis par celle-ci. Il me semble que des faits concrets seront ici plus efficaces que la vivacité des épithètes. 1933, John Fritchia, petit racketteur, a croisé Joe Adonis, qui commandait sa société par l'intermédiaire d'Anastasia. Il a été étranglé dans une voiture et jeté dans la rue. 1935, Hinman Canter, petit trafiquant de drogue, a eu un problème avec Anastasia. Retrouvé 20 jours après sa disparition dans une baie des Bahamas, le sommet de son crâne ressemblait à de la bouillie. Encore en 1935, les frères Joe et Louis Hamburg. C'était une guerre des gangs, les Hamburg avaient en quelque sorte croisé Albert, pensant que le patronage de Lansky et d'Adonis les mettrait à l'abri des représailles. Mais Anastasia a réussi à convaincre leur patron d'autoriser l'assassinat. Joe est alors tué en premier, ainsi que son chauffeur. Les tueurs les surprennent dans le garage, les plaquent contre le mur et les criblent littéralement de balles. Un mois plus tard, Louis est également tué. 1937. Frank Keenan. Il a tué un des hommes d'Anastasia. Albert était personnellement impliqué dans la vendetta et a appuyé sur la détente. Le corps de Keenan a été retrouvé dans un égout. 1939. Antonio Siciliano et Cesare Lataro. Ils ont refusé d'exécuter les ordres d'Anastasia de tuer un homme qui s'immisçait dans l'extorsion de fonds par l'intermédiaire des syndicats. Ils ont été retrouvés assassinés dans leur propre lit. En outre, un témoin indésirable, Felice Esposito, a également été tué. 1939. Maurice Diamond. Nouveau meurtre lié à l'extorsion de fonds par le biais des syndicats. Cette fois, Anastasia envoie son homme abattre Diamond à la demande de Louis Buchalter. Nous sommes de nouveau en 1939 avec Irving Feinstein. Le meurtre a été ordonné à la demande de Vincent Mangano car Irving pratiquait un prêt usurier clandestin sur sa propriété et refusait de payer le toit. Le crâne de Feinstein a été fracturé, il a ensuite été ligoté et lorsqu'il a été retrouvé vivant, ils ont terminé le travail par strangulation. La même année, 1939, est le plus célèbre meurtre de racket sur le front de mer de Brooklyn, Peter Panto. Un militant qui, malgré les intimidations, s'opposait activement au pouvoir des gangsters dans le port. Il s'est battu pour obtenir des salaires décents pour les travailleurs portuaires et pour mettre fin aux extorsions de la mafia et à sa présence dans les syndicats. Panto a été kidnappé et plus tard étranglé à main nue par l'un des militants de l'entreprise. Tous les meurtres que j'ai énumérés ci-dessus se prêtent à des explications logiques. Je veux dire, c'est un monde de crimes, de lutte de pouvoir et tout cela. Mais s'ils étaient tous comme ça, Anastasia ne serait pas surnommée le chapelier fou. Et j'ai même un exemple où Albert a ordonné de tuer un homme simplement parce qu'il ne l'aimait pas. Il ne l'a même jamais connu ou vu personnellement, ce qui n'a pas empêché Anastasia de lui ôter la vie. Il s'agit d'Arnold Chester, qui a dénoncé à la police l'insatiable braqueur de banque Willie Sutton.
Anastasia a vu Shuster à la télévision et, selon la légende, a composé le numéro de téléphone de l'un de ses hommes en disant « Je déteste les mouchards ». Shuster fut finalement abattu sur ordre d'Anastasia et en signe de mépris, Albert a également ordonné de lui tirer une balle dans les yeux et dans l'aine. Comme vous pouvez le constater, il était aussi facile pour Anastasia de tuer un homme que de boire de l'eau ou de fumer une cigarette. Et les cas cités ci-dessus ne sont que ceux qui ont été révélés. Au total, comme l'ont calculé les journalistes, Albert aurait pu être impliqué dans plus de 60 décès. La plupart d'entre eux se sont produits, bien sûr, au plus fort de l'activité de la société meurtrière. Cependant, au début des années 1940, le gang est démantelé par les autorités, ce qui entraîne la condamnation à mort de plusieurs d'entre eux, dont Louis Botchelter. L'un des rares à avoir réussi à l'éviter est précisément Anastasia. Tout a commencé par l'arrestation d'Abe Reles, qui a accepté de témoigner contre ses anciens associés et clients, ce qui a entraîné l'arrestation de la plupart des membres du gang. Certains ont également accepté de coopérer, tandis que d'autres ont fini leur vie sur la chaise électrique. Anastasia était également recherchée dans le cadre du témoignage de Reles, mais les autorités n'ont pas réussi à le retrouver. Albert n'est apparu qu'après que Reles soit tombé de la fenêtre de l'hôtel où il était détenu et qu'il ait succombé à ses blessures. Selon certaines rumeurs, Frank Costello, le chef d'une autre famille mafieuse et ami d'Anastasia, aurait réussi à soudoyer les gardes grâce à ses relations et à organiser la mort de Reles. On ne sait pas si ce fut le cas ou non. Anastasia a toutefois échappé à toute sanction dans l'affaire de la Corporation des Assassins, l'accusation étant fondée sur le témoignage de Reles. La perte de toute une bande d'assassins a bien sûr réduit le nombre de personnes qu'Albert a envoyées dans l'autre monde, mais cet événement ne l'a pas du tout changé. Il est resté le même tueur impitoyable dont le principal slogan est « C'est toi ou toi ». Et très bientôt, il devra appliquer cette devise dans une situation très dangereuse. Peu après qu'Albert ait échappé à la peine de mort pour la deuxième fois de sa vie, les États-Unis entrent dans la Seconde Guerre mondiale. Anastasia s'engage lui aussi dans les troupes. Il n'a pas participé au combat, mais a passé toute la guerre sur le front intérieur. Néanmoins, cela lui a permis d'enfin obtenir la citoyenneté américaine. À la fin de la guerre, Albert retourne à New York où il est toujours le second homme de la famille de Vincent Mangano, alors que les relations avec lui se dégradent d'année en année. Au début des années 1950, la situation est tellement détériorée qu'une tempête a éclaté et qu'un meurtre très médiatisé a été commis dans la mafia. En fait, Cosa Nostra était très instable à l'époque. Un réseau de conspiration et de coalition transforme la mafia américaine en un enchevêtrement de serpents où chacun est prêt à piquer son voisin. Au début des années 1950, 3 factions se sont formées à New York. L'une d'entre elles, dite conservatrice, se compose de chefs qui ont fait partie de la première commission. Elle comprenait Bonanno, Profaci et Mangano. La deuxième faction comprenait Anastasia et Costello. La troisième était composée de Lucchese et Genovese. Ce sont les actions d'Anastasia qui ont déclenché tout ce désordre. Son patron, Vincent Mangano, n'aimait pas qu'Albert se comporte de manière trop indépendante. Il est également agacé par les relations étroites qu'entretient Anastasia avec le patron d'une autre famille, Frank Costello. Par exemple, lorsque Costello a été brièvement emprisonné en 1950, il a directement demandé à Albert de s'occuper de ses intérêts commerciaux, craignant que Vito Genovese, qui était revenu d'Italie, n'organise un coup d'État au sein de la famille. Mangano était très mécontent que son subordonné soit traité d'une manière qui le court-circuitait. Vincent a commencé à craindre qu'Albert, soutenu par Costello, puisse le tuer pour prendre la tête de la famille. Mangano a donc commencé à préparer une attaque préventive pour éliminer Anastasia avant qu'il ne l'élimine. Mais Mangano arriva trop tard. Albert a éliminé Vincent et son frère Philippe au printemps 1951. Tout son entourage devine qu'il est responsable de la disparition des frères Mangano, mais personne ne peut prouver quoi que ce soit. L'étape suivante, dans ces jeux de trône mafieux, est Vito Genovese. Au début des années 1930, il était plus haut placé que Costello dans la hiérarchie familiale, mais en raison de problèmes juridiques, Vito a dû s'enfuir en Italie. Lorsqu'il est revenu aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, il n'a pas apprécié que Frank devienne le chef de la famille. Il voulait s'approprier la place et avait depuis longtemps élaboré un plan pour y parvenir. C'est sur cette base que Genovese s'est associé à Lucchese, car Tommy voulait éliminer Anastasia pour lui substituer Carlo Gambino. Et ils allaient d'abord éliminer Albert parce qu'il était la principale force dans l'association avec Costello. Mais Costello l'a appris et en a fait part à la commission. Lucchese réussit alors à se justifier et reporte le meurtre d'Anastasia.
C'est alors que Genovese décide qu'il doit agir immédiatement ou que Costello, qui a deviné que Vito était également impliqué dans le complot visant à tuer Anastasia, l'éliminera en premier. Genovese frappe en 1955. Un homme armé nommé Vincent Gigante aperçoit Frank dans une entrée et lui tire une balle dans la tête. La balle n'effleure que légèrement son crâne et Costello survit, mais il refuse de se battre et démissionne volontairement de son poste de patron après s'être vu garantir l'immunité par Genovese. Anastasia se retrouve alors seule contre deux. Immédiatement après la tentative d'assassinat, Albert envisage de faire la guerre à Genovese, et cela n'a pas lieu car les deux autres chefs, Profacci et Bonanno, ont réussi à l'en dissuader. Ils lui ont dit que s'il décidait de passer à l'attaque, il ne pourrait pas rester à l'écart et essaierait d'étouffer le conflit. Mais s'il laissait les choses en l'état, en cas d'attaque contre Anastasia lui-même, Profacci et Bonanno prendraient son parti dans la guerre. Un dîner s'ensuit, au cours duquel Anastasia et Genovese se rencontrent face à face, exposent tous leurs griefs mutuels et semblent même pouvoir s'entendre sur un règlement pacifique. Mais tout cela n'était qu'un faux semblant et une bouffée de poussière dans l'œil. Bientôt, Albert allait de nouveau recevoir un coup auquel il ne semblait pas du tout préparé. À propos, un fait intéressant pour les amateurs de mysticisme. Peu avant sa mort, Anastasia a été vue en compagnie d'une certaine Janice Drake. Cette femme aimait coucher avec diverses personnalités criminelles, mais quelle était sa particularité? Après l'avoir fréquentée, de nombreuses personnes sont décédées violemment. Albert n'y fait pas exception. En 1957, Anastasia entre seule dans un salon de coiffure et en ressort sur une civière, les jambes devant lui. 4 hommes armés ont fait irruption dans le salon de coiffure alors qu'Albert était assis avec une serviette chaude sur le visage et l'ont abattu avec des pistolets. Telle est l'histoire d'Albert Anastasia, qui a passé sa vie comme un voyou impitoyable et l'a terminé comme un objet d'exposition pour les journalistes munis de caméras qui sont venus par dizaines sur les lieux de son assassinat. Il est tout à fait symbolique que la photo la plus célèbre du chef criminel assassiné soit celle de l'homme qui est entré dans l'histoire comme le chef le plus sanguinaire de la mafia. C'est comme si la vie elle-même nous montrait l'inéluctabilité du châtiment.